Les années nous parlent. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les années nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. De Victoria, je rencontre aujourd'hui Claudette Dockstader. Claudette est née à Montréal d'une famille anglophone. Elle est arrivée à Victoria en 2007. Elle a été enseignante d'anglais langue seconde, directrice à la régionale de Chambly en anglais et en français, enseignante de méthodologie de l'enseignement de l'anglais langue seconde à l'Université de Montréal et à l'Université McGill à Montréal. Claudette s'intéresse à l'histoire et aujourd'hui elle va nous parler un peu des perceptions qui affectent nos croyances. Alors, bonjour Claudette. Bonjour. Comment ça vous est venu ce goût de l'histoire? J'ai surtout le goût de la petite histoire. J'aime les potins, il faut croire, et j'aimais par exemple l'histoire d'amour d'histoire de France parce que c'était l'histoire sous l'histoire. Moi, j'aime pas les dates, les traités, les ci, les ça, et dans l'histoire de Victoria, il y a beaucoup de gens assez originaux, de gens assez particuliers pour avoir beaucoup de petites histoires intéressantes à raconter. Alors, parlez-nous un peu de ces petites histoires que vous trouvez intéressantes. Celle que je veux souligner aujourd'hui, c'est une question de perception en ce qui concerne la danse. Même au 20e siècle, moi je suis allée à l'école secondaire en anglais, Darcy McGee, à Montréal, et la danse était encouragée. On nous encourageait, c'était une école mixte, quoique les cours se donnaient, c'était unisexe dans les cours, et on nous encourageait à participer à beaucoup d'activités avec les garçons. Des excursions de ski, du théâtre, une chorale, et on nous encourageait à aller danser à tous les vendredis soirs, sous prétexte que ça formait des gens plus équilibrés, socialement, non seulement au niveau livresque. Et en même temps que j'étais moins encouragée à aller danser, puis ça c'est dans les années 50, c'est pas au 19e siècle. En même temps qu'on m'encourageait à aller danser, j'avais des copines qui allaient au collège du Sacré-Cœur, et là, les sœurs leur disaient que danser c'était un péché mortel et qu'elles allaient aller directement en enfer. Et en fait, le sujet d'aujourd'hui, d'après moi, c'est la perception des choses. Est-ce que vraiment ça peut déterminer où on va passer l'éternité? Moi, j'allais passer l'éternité au ciel parce que je faisais ce que les sœurs me demandaient de faire et mes petites copines qui faisaient la même chose allaient aller en enfer. Et ça me rappelait une petite histoire qui s'est passée ici, à Victoria, avec l'avenue des Sœurs Sainte-Anne. Et ça, c'est au 19e siècle. Et c'est le même dilemme. Est-ce que danser, c'est un péché mortel ou ça ne l'est pas? En 1858, les quatre Sœurs Sainte-Anne sont venues, à la demande de Modeste de Meurs, sont venues supposément à Fort-Victoria, une petite ville où on faisait l'échange de fourrure. Et quand elles sont arrivées, la plupart parlaient que le français. Elles ont découvert une ville vivante. On avait découvert de l'art et il y avait plein de gens qui étaient venus, des anglophones, qui étaient venus de San Francisco et c'était une réalité complètement différente. Modeste de Meurs s'en est rendu compte et c'est sûr qu'il est retourné au Québec chercher d'autres religieuses qui, elles, étaient anglophones. Entre-temps, en 1858, les quatre sœurs ont ouvert une petite école, l'école Sainte-Anne, avec Sœur Marie du Sacré-Cœur comme supérieure. Maintenant, les notables de la place, qui avaient des filles, ont envoyé leurs filles, même si l'éducation était en français. James Douglas parlait français d'ailleurs. Lui a envoyé 2 de ses filles et d'autres notables ont envoyé 11 filles, entre autres la fille de sa sœur à lui qui s'appelait Cecilia Cameron.
Et il savait très bien que les sœurs n'acceptaient pas que les élèves, les filles, aillent danser. Mais un jour, elles sont allées danser sur un navire à Esquimalt de la marine royale. Et ça a fait toute une tollée. Et ça, seulement 5 mois après leur entrée à l'école, les petites filles. Je dis petites filles, il y en a une qui avait 14 ans, l'autre 17 ans. Et la plupart des 11 autres filles étaient de jeunes filles entre 15 et 19 ans à peu près. Alors là, l'histoire devient différente dépendant qui la raconte. Alors, il y a une historienne qui s'appelle Jacqueline Gresco. D'après elle, sœur Marie du Sacré-Cœur aurait demandé à James Douglas de retirer ses filles de l'école Sainte-Anne et que ça n'a eu aucun effet sur les 11 autres filles qui étaient, que les 11 autres filles de notable sont restées à l'école et ont continué leurs études à l'école Sainte-Anne. L'histoire est totalement différente lorsque on lit John Adams, qui écrit un livre qui s'appelle Old Square Toes and His Lady. C'était la biographie de Sir James Douglas et de sa femme Amelia Douglas. D'après lui, c'est très différent. Son Excellence James Douglas écrit une lettre à la révérende sœur en disant qu'en général, il ne permet pas à ses filles d'aller danser, mais que dans certaines occasions, sa position à lui, parce qu'il est gouverneur, il est maintenant Sir Douglas, il y a des occasions où simplement sa présence est requise, ne fût-ce que parce qu'il est le gouverneur et il a des devoirs publics. Et à ce moment-là, ses filles sont allées danser avec lui. C'est quelque chose qu'il fait très rarement. Et il comprend que c'est pas permis et d'après les règles de l'école. Et il va retirer ses filles. Alors là, c'est tout à fait différent. Dans un cas, c'est les sœurs qui mettent les 2 filles à porte. Dans un autre cas, c'est lui qui retire ses filles. Et aussi, d'après John Adams, les 11 autres filles quittent l'école aussi. Et ça semble être la version la plus vraie de la chose parce que la rumeur est que les sœurs ont eu beaucoup de difficultés financières à la suite de ça. Parce qu'elles comptaient sur cet argent-là pour faire le missionnariat, pour accepter d'autres élèves. Et étrangement, quelques mois plus tard, sœur Marie du Sacré-Cœur est remplacée par une sœur qui vient du Québec, qui s'appelle sœur Marie de la Providence. Et encore là, c'est une rumeur. Moi, j'adore les rumeurs, mais je ne sais pas, je ne veux pas que vous preniez ça là, comme de l'argent comptant. Supposément, sœur Marie de la Providence est beaucoup plus ouverte. Mais ça n'a pas fait en sorte que les filles de Douglas et les filles de notable soient nécessairement revenues à Sainte-Anne. Mais elles ont réussi à trouver quand même une assez bonne clientèle parce qu'elles parlaient anglais, les nouvelles sœurs qui sont arrivées, et alors elles pouvaient donner de l'éducation, certaines fois payante, à tous les gens qui sont montés de San Francisco. Entre-temps, sœur Marie du Sacré-Cœur a fait beaucoup de missionnariat, à Duncan, entre autres. Des moments très difficiles auprès des Autochtones. Et je suis certaine, elle est morte en 1906 quand même, elle était quand même assez vieille et je suis certaine qu'elle a gagné son ciel. Comme la plupart. Entre-temps, les filles Douglas, il y en a une qui est allée à une école anglicane. James Douglas était quand même assez religieux, mais ça ne semblait pas être important si c'était anglican ou catholique. Il allait, lui, à l'église anglicane et il avait soutenu Cridge, ça c'est une autre petite histoire, là, qu'il y a eu un problème avec l'église anglicane d'Angleterre, à savoir qu'on ne voulait pas lui laisser sa chair, mais on en parlera une autre fois. Alors,
une des raisons, supposément, que Douglas et Emilia voulaient que les filles aillent à des danses, c'était pour rencontrer des jeunes hommes de bonne famille anglaise. Parce que la base navale attirait, parce que les filles n'allaient pas danser avec n'importe qui, hein. Elles n'allaient danser qu'avec des officiers de la marine royale. Et les officiers de la marine royale étaient des fils de bonne famille anglaise. Et probablement qu'il y avait une volonté de peut-être trouver des maris convenables pour ces filles, même s'il y en avait une qui était très jeune. Bon, elles avaient beaucoup de prétendants, malgré le fait, il y avait du racisme à ce moment-là, mais il faut croire que c'était pas si fort que ça, parce qu'on n'oublie pas que Sir James était fils d'un Écossais et d'une Noire, en fait, une Noire libre, née en Barbade, mais quand la femme de son père est morte, il a amené ses fils en Écosse pour être éduqués. Et c'est à partir de l'Écosse que James Douglas a commencé à travailler pour la baie d'Hudson. Amelia Douglas aussi, son père est irlandais et il a du sang canadien-français, et sa mère écrit. Alors, déjà, les enfants de Douglas sont des enfants de mixed race, comme ils disent. Mais il faut croire que le racisme n'était pas si fort que ça, parce que les jeunes hommes de bonne famille qui venaient d'Angleterre semblaient n'avoir aucune objection à courtiser les filles Douglas. D'ailleurs, en 1834, la plus vieille des filles Douglas, Cecilia, a marié le docteur Helmeken. Et si vous allez dans le coin du musée royal, vous allez voir l'école Sainte-Anne d'un côté et juste en face, la maison du docteur Helmeken, qui était quelqu'un d'assez bien nanti venant d'Angleterre, qui avait marié la plus vieille des filles Douglas. Ça, c'était avant toute cette histoire de danse à l'école et de l'école Sainte-Anne. Maintenant, on peut se demander, est-ce que ça a porté fruit d'aller danser et de risquer l'enfer éternellement? Est-ce qu'elles se sont trouvées des maris vraiment à Esquimalt sur un navire royal? Non, en fait, elles sont toutes les deux mariées des fils de bonne famille anglaise, mais ni l'un ni l'autre n'était officier dans la marine. Les deux sont venus et ont eu des positions comme secrétaire particulier de Sir James Douglas et l'autre comme secrétaire particulier du juge Begbie. Il y a une rue Begbie, là, si vous vous souvenez. Et d'ailleurs, Begbie avait la réputation d'être un hanging judge, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, les deux ont épousé finalement de jeunes hommes de bonne famille, mais je ne sais pas si elles sont allées danser, probablement, après, mais ce n'était pas à cause de la danse qu'elles ont rencontré leur mari. Et merci Claudette, ça c'est des histoires dont j'avais jamais entendu parler. Et dans votre cas personnel, comme vous aviez le droit d'aller danser, est-ce que ça a porté les fruits? Est-ce que j'ai marié quelqu'un de bonne famille avec qui j'avais dansé? Ben non, ça n'a pas porté de fruits là non plus. Alors, ça valait pas la peine de risquer l'enfer? Oui, mais moi, je savais pas que je risquais l'enfer, c'est ça. Les sœurs m'encourageaient. Est-ce que vous avez d'autres petites histoires comme ça au fil de vos lectures, puis vous êtes membre de la Société historique de Victoria, qui vous ont passionné, qui ont attiré votre attention quand vous êtes arrivé à Victoria? Vous dites, oh, ça c'est intéressant de voir que ça s'est passé comme ça, comme ça. Oui, mais c'est pas... La Société historique, l'archiviste, c'est Gisèle Sanson, et elle a des histoires merveilleuses à nous raconter. Mais j'appartiens aussi, parce que quand je suis venue ici, je me suis embarquée dans tout, il faut croire. J'appartiens aussi à The Old Cemetery Society. Et maintenant, j'ai quelques petites difficultés de mobilité, mais avant ça, je passais souvent du temps dans le cimetière le dimanche après-midi, à 2 heures. Vous pouvez y aller, c'est toujours un sujet différent. Par exemple, à un moment donné, c'est des musiciens. Bon, au début de la colonie, quand toutes les femmes sont montées
San Francisco, et qu'il y a des femmes aussi qui sont venues d'Angleterre pour marier ces hommes-là. Socialement, elles avaient comme des salons où elles jouaient. Il y avait toujours quelqu'un qui jouait du piano, il y avait toujours des femmes qui chantaient, et il y avait des hommes qui participaient aussi. Et nous avons fait un dimanche le tour des tombes de ces femmes qui avaient des salons, des hommes aussi, dans le fond. Et puis, il y avait la Société d'opérette de Victoria qui chantait. Alors, c'est très intéressant. Il y a aussi une autre histoire, tu me demandes, parce que je ne me souviens pas de tout, il y a eu sûrement plein d'autres histoires qui me passionnent, mais il y a aussi l'histoire je ne me souviens pas de leur nom, ils avaient une maison sur Blanchard, et le père et la mère étaient très protecteurs de la fille, et la fille ne sortait pas, elle ne s'est jamais mariée, mais elle avait un perroquet. Vous avez sûrement entendu parler de ça, parce que c'est une histoire... Non? Eh bien, je pensais que c'était une histoire que tout le monde connaissait. Alors, son fameux perroquet, ça vit éternellement des perroquets. Hein? Alors, finalement, elle est morte bien avant son perroquet. Et même s'il n'y a pas... c'est pas permis d'enterrer des animaux au cimetière de Ross Bay, mais il y en enterre quand même. Parce qu'elle a demandé, elle a laissé de l'argent pour qu'un Chinois, parce que souvent c'était des Chinois qui étaient comme majordome ou homme à tout faire. Il s'est occupé du perroquet le temps que le perroquet a vécu, et après, ben, c'était entendu que le perroquet allait être enterré près de sa maîtresse. Le perroquet est mort des décennies plus tard, hein? J'imagine que la famille attendait. Il va-tu mourir, ce perroquet-là, qu'on puisse vendre la maison puis faire une fortune? C'est ça. Alors, ben, c'est ça. Il y a un tas de petites histoires comme ça. Moi, c'est ce genre d'histoire-là, moi, que j'aime et qui me font rire et qui m'intéressent. Puis il y en a plein comme ça, des histoires. Comme ils ont refait maintenant Ross Bay Villa, et il y a souvent des petites réceptions-là. C'est aussi l'histoire de ce qui s'est passé avec cette maison-là. C'est une des maisons les plus vieilles à Victoria, et ça a failli être démoli. Ben, comme ils ont démoli beaucoup de maisons. Il y avait 7 châteaux. Il y a un livre qui s'appelle Castles of Victoria. Il y avait 7 châteaux à Victoria. Il en reste que 2. Et puis là, il y a toute l'histoire des Dunsmuir qui ont vécu dans ces châteaux-là aussi, et qui avaient énormément d'argent. Et bon, on pourrait une autre journée parler de comment la mère a actionné ses fils. On peut en parler maintenant, on a le temps. On a le temps. Oui, on a le temps. Bon, Dunsmuir, Robert Dunsmuir, qui était un baron financier ici, qui était très, très riche, avec le charbon, entre autres, avec le bois, entre autres. Il a fait construire pour sa femme Joan une maison qui s'appelle Craigdarrow Castle. Lui, il n'a jamais habité, hein, il est mort avant que le château soit terminé. Et quand Joan est rentrée dans le château, il n'y avait que 3 filles qui restaient chez elle. Et son objectif, c'était... Je ne sais pas pourquoi l'objectif de tous ces gens-là, c'est de marier leurs filles à des gens, surtout des Anglais. Puis elle voulait les marier, ses filles, elle avait plus d'argent que Douglas, il faut croire. Elle voulait les marier à des gens qui avaient des titres. Et ce qu'elle a réussi à faire, ça n'a pas été des mariages heureux pour autant, parce qu'ils ont pris l'argent de Dunsmuir pour aller refaire leur château, etc. Et puis, quand Robert Dunsmuir est mort, il y avait seulement 2 fils et soit 8 ou 10 filles. Et il s'était entendu, semble-t-il, que les fils allaient se partager. Puis les filles, naturellement, n'avaient aucun sens des affaires, hein, on le sait. Il n'était pas question qu'elles héritent. Alors, que les 2 fils allaient partager les finances de Robert. Finalement, il a tout laissé à sa femme. Bon, les 2 fils se sentaient malmenés là-dedans. Et à force de pression, etc., parce que Joan avait besoin de quelqu'un aussi pour gérer ses affaires. Alors, un des fils, James Dunsmuir, qui a construit Hatley Castle.
et qui a aussi eu le même nombre de filles, 8 ou 10, et 2 gars. Imagine. Bizarre, hein? Les coïncidences. En tout cas, lui s'est occupé des affaires que les Dunsmuir avaient ici. Et Robert Dunsmuir s'est occupé des choses à San Francisco parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient entre San Francisco et Victoria dans la famille Dunsmuir, dans leur richesse. Et puis, l'entente, c'était que dès qu'un des fils mourait, tout revenait à Joan. Le fils Robert Dunsmuir était alcoolique. Souvent, il voyait des bébites, ses murs, etc. Des fois, il était un peu plus sobre, mais il y avait un sens des affaires beaucoup plus grand, semble-t-il, que James, malgré le fait qu'il était sous la plupart du temps, il faut croire. Et il est mort quand même relativement jeune, et il a tout laissé à son frère James. Contrairement à l'entente verbale, j'imagine, peut-être écrite parce qu'elle elle a amené James en cours pour récupérer la partie de Robert qui devait lui laisser à elle et non pas à James. Mais finalement, ça s'est bien réglé, ça dépend de quel bord on est. James a reçu les argents des Dunsmuir. Avec le temps, beaucoup d'excès, beaucoup de gérance un peu malmenée, la fortune Dunsmuir est disparue. James avait 2 fils, il comptait sur le plus jeune de ses fils, parce que le plus vieux de ses fils, comme son oncle, était alcoolique aussi. Il est mort, je sais où, probablement de DT ou quelque chose comme ça. Le plus jeune décide d'aller s'engager dans l'armée anglaise lors de la Première Guerre mondiale et il décide de prendre le passage sur le Lusitania qui a coulé avec lui dedans. Alors, là, tout cet argent est allé à des filles, dans le fond. Je suis sûre que ce n'était pas leur intention. Qui ont beaucoup dépensé. Une est allée essayer de faire de l'argent à Hollywood, dans le cinéma. D'autres, là, comme je t'ai dit tantôt, elles ont aidé à payer la rénovation et la restauration des châteaux en Angleterre, des hommes qu'elles avaient mariés. Et finalement, maintenant, je ne suis pas certaine, mais je pense qu'il n'y a pas de Dunsmuir. Ou s'il y en a, c'est peut-être pas la même famille. Il y a beaucoup de descendants Dunsmuir, mais vu que la plupart des descendants sont de produits de filles, elles n'ont plus le nom. Et aussi, semble-t-il que la fortune a disparu. Ça c'était une autre histoire. Quand la vente est arrivée du château de Craig Darrow, personne n'en voulait de ce château-là parce que, écoute, ça doit coûter une fortune juste l'entretenir. Et alors, ils ont fait un tirage parce qu'il y avait beaucoup de terrain autour du château. Ils ont fait un tirage, je pense qu'il y avait 100 billets. Et celui qui gagnait, il y avait le bout de terrain autour du château, là, s'il y avait 100 lots, disons. Je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, ça se peut que ça soit moins que ça. Et celui qui gagnait, il avait automatiquement le château. Alors, celui qui a gagné, il a eu automatiquement le château. Lui, il l'a hypothéqué pour faire d'autres affaires. Finalement, il y a eu une banqueroute et puis il a perdu le château. La ville de Victoria l'a repris un temps. Il y a eu l'école de musique, le conservatoire de musique qui a donné des cours là. Il y a eu Victoria College qui était une branche de McGill University où Pierre Burton, si vous êtes assez vieux puis vous avez regardé la télévision en anglais, vous savez qui c'est, Pierre Burton a étudié. Petit à petit, il s'est formé une société pour la préservation du château qui existe encore aujourd'hui et qui maintenant, je pense qu'ils sont, avec la ville de Victoria, les seuls propriétaires. Et c'est à cause d'eux qu'il y a eu toutes ces rénovations qu'ils ont pu refaire vivre le château comme il était. Et tous les meubles avaient été vendus. Et puis, je pense qu'ils ont récupéré certains meubles
Je me demande si la table de la salle à manger, quelqu'un qui l'avait acheté là, donné à la société et au château. De toute façon, maintenant, c'est une des attractions touristiques les plus grandes de la ville de Victoria. Et ils ont souvent des pièces de théâtre sur les marches du château. Et si vous allez au château, une chose encore là qui m'a frappée, et c'est la même chose à Hatfield, le château de James Dunsmuir, là, qui est maintenant Royal Roads University. La salle de bal était au 4e étage, était au dernier étage. Nous, on a l'habitude d'avoir la salle de bal en rentrant. C'était au dernier étage et une des raisons, c'est qu'on voulait montrer la maison aux gens qui venaient danser. Là, ça a l'air que c'était pas un péché mortel non plus. Qui venaient danser à la salle de bal au 4e étage et ils pouvaient passer par un escalier magnifique dans les deux cas. Et voir un petit peu chaque étage en montant à la salle de bal. Avez-vous, parce que comme vous avez quand même toute une carrière d'enseignante, avez-vous pensé à enseigner ces histoires à l'école ou à être guide? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est vraiment seulement pour un intérêt personnel. Oui, c'est ça. Et quand je suis arrivée, je me suis fait offrir des emplois, même si j'avais 66 ans. Je trouvais que au Québec, je pense pas qu'on m'en aurait offert. Et finalement, j'ai accepté une des offres qui était de faire du remplacement au Pacific Forestry Center comme réceptionniste. Et alors, puis j'en fais encore, imagine-toi donc. Qui l'eût cru que j'allais travailler si longtemps? Mais ça me permettait, quand j'étais plus en forme, de faire des petites randonnées à San Francisco s'il y avait une exposition ou un opéra qui me plaisait, parce que je suis un petit peu extravagante. Et puis, alors ça remplissait, je m'allais à l'opéra, je m'allais au théâtre, etc. Alors, c'est le seul travail que j'ai fait à part du bénévolat, ici à Victoria. Et je me suis posé la question à un moment donné, est-ce que j'aimerais ça, monter un tour, par exemple, pour faire The Old Cemetery Society. Puis, non, je n'ai pas l'impression. C'est comme si c'est des choses qui m'intéressent et je suis prête à faire une certaine recherche, mais pas trop longue et puis pas trop... il y a d'autres choses qui vont... Il ne faut pas que ça devienne du travail. Oui, c'est ça, effectivement. Et puis, il y a plein de livres comme toute l'histoire d'amour de Cosmos, qui est tellement drôle aussi. Il s'appelait William Smith, comme Will Smith, l'acteur. Billy Smith, tu sais, c'est un nom bien ordinaire. Et puis, je pense qu'il devait trouver ça trop ordinaire. Alors, il fait changer son nom également pour Amour de Cosmos. Ben, vous avez sûrement vu son buste à quelque part, vous avez entendu parler de lui. Amour de l'univers, mais s'il y a quelque chose qui n'était pas, c'était amoureux de l'univers. Parce qu'il était batailleur, il n'aimait pas James Douglas, c'est sûr, et il a fondé un des journaux qui est maintenant devenu le Times Colonist. Et il courait les jupons, puis il cherchait la chicane partout. Mais, même avec un nom, avec amour dedans. Il aimait les jupons. Il aimait les jupons. C'était déjà un départ. Oui, c'était déjà un départ. Alors, c'est ça. C'est tout ce genre de petites anecdotes qui m'intéressent. Et juste, bon, on fait un peu à l'envers, parce que d'habitude, je demande toujours ça aux gens plus au début, mais en 2007, qu'est-ce qui vous a amené à Victoria après toutes vos années? Vous avez vécu toute votre vie à Montréal. Oui, puis je m'étais toujours considérée montréalaise. En 2006, j'ai eu un cancer du côlon. Le cancer, ça s'est très bien passé, comme les cancers peuvent le faire parfois, mais c'est que j'ai attrapé l'acide difficile, qui est un petit microbe, qui a eu d'ailleurs à Nanaimo une bactérie là, il y a des personnes qui en meurent, et ça a affecté ma qualité de vie énormément. J'ai passé 3 mois et demi à l'hôpital, 3 semaines aux soins intensifs, et quand j'en suis sortie, j'étais encore très, très faible.
j'avais un condo au centre-ville, puis j'aimais beaucoup vivre au centre-ville parce que je marchais beaucoup. Il y avait plein de concerts gratuits. Montréal, c'est une ville magnifique dans ce sens-là, surtout quand il neige pas. Mais même quand il neige, c'est plus... ça a l'air fou, mais je trouvais ça plus facile de me déplacer parce qu'au moins les trous dans les rues étaient remplis de neige. En tout cas, finalement, il y avait... Puis il y a tellement une ville souterraine vibrante à Montréal. Alors vraiment, je me suis toujours considérée montréalaise. Mais là, je voyais que j'avais peur de sortir l'hiver, j'avais peur de tomber parce que j'étais tellement faible. L'été, quand il faisait très chaud, je perdais toutes mes forces, tous mes moyens. J'étais étourdie, je souffrais un peu de nausée. Alors, je me suis dit, tiens, j'ai fait une recherche sur Internet. Quelle est la ville où je peux récupérer, reprendre mes forces? Et après ça, je reviendrai à Montréal. Alors, j'ai trouvé Victoria, où il y avait... Je connaissais Vancouver, mais je ne connaissais pas du tout Victoria. Mais il y avait beaucoup moins de pluie qu'à Vancouver. Et puis, vu que mon objectif, c'était de pouvoir commencer à sortir, à me déplacer sans avoir peur de tomber, sans avoir trop chaud, etc. Alors, finalement, c'est ça. J'ai dit, tiens, je vais y aller 1 an ou 2. Et puis, j'ai même loué l'appartement. C'était pas sérieux. J'ai loué par Internet, ni vu ni connu. Et puis, je suis venue à Victoria, c'est ça, en 2017. Et je suis retournée en juillet. Je pense que je suis retournée en septembre, parce que j'avais des affaires à régler encore. Et puis, je suis retournée 3 fois depuis. Et à chaque fois, je me disais, oh non, c'est pas possible, c'est fini. Je ne peux pas retourner à Montréal, pas parce que j'aime pas ça, mais bon, en vieillissant, je ne veux pas passer 1 heure et demie pour me rendre d'un endroit à un autre. Ici, on est gâté, 15-20 minutes, on est n'importe où. La température avait moins d'influence, mais elle en avait quand même, parce que, encore là, c'est difficile de se déplacer l'hiver quand on se sent pas sécure, on a peur de tomber. Puis moi, je me dis, si je tombe à mon âge, je risque d'être prisonnière de mon appartement à Montréal, disons. Bon, alors à ce moment-là, j'ai décidé que malheureusement, malheureusement et heureusement, je n'allais pas retourner à Montréal. Et moi, j'aime les villes. Alors, c'est sûr que je ne vivrai pas en campagne. J'aime la ville parce que j'aime ça. Comme là, ces temps-ci, il y avait des concerts extraordinaires à Butcher Garden et puis des concerts à Beacon Hill Park. Et puis, il y a toujours quelque chose qui se passe. Je vais à l'opéra, là, Telecom, et puis aussi le Pacific Opera. J'aime le ballet. Je vais au Théâtre Inconnu. C'est des pièces très, très expérimentales que j'aime beaucoup. Alors, finalement, j'ai pu me faire une vie culturelle ici à Victoria, et c'est certain que probablement que l'Opéra de Montréal était meilleur que POV ici, mais par contre, ils ont invité Timothy Vernon d'aller être chef d'orchestre à l'Opéra de Montréal, donc il faut croire qu'il y a des choses qui se font, et puis Tanya Miller aussi est allée à Montréal cette année avec l'Orchestre symphonique de Victoria, imaginez. Alors, finalement, c'est ça. J'y reste. J'aimerais ça revisiter Montréal parce que j'ai encore de très bons amis à Montréal. Puis c'est ça, j'ai des très bons amis ici, des gens que j'aime beaucoup, mais à Montréal, c'est des gens que je connais depuis 50 ans. Tu sais. Alors, c'est différent. C'est pas nécessairement plus intense, mais c'est différent. Et de votre vie ici maintenant, est-ce que c'est une vie davantage anglophone ou vous avez conservé encore beaucoup d'amis francophones? C'est un peu des deux parce que je pense que je vous ai dit que j'appartiens à tout. Fait que j'appartiens à un moment donné à tous les 2 ans à peu près. Moi, j'ai une pension de la CARA, là, c'est-à-dire j'ai une pension de directeur d'école retraité. Et à tous les 2 ans, je dois prouver que je suis encore en vie. Et il m'en va, vu que en faisant affaire avec Montréal, même avec mes banques, c'est toujours en français. Et la lettre que j'avais, elle était en français et je cherchais quelqu'un qui pouvait me la signer parce que c'est pas n'importe qui, il faut soit être médecin ou il faut avoir un titre. Et finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui travaillait pour Investors. Et puis,
Elle me signe ma lettre et elle me dit, sais-tu, j'ai un petit travail à faire que j'aimerais envoyer aux associations francophones. Peux-tu me donner des noms? Et là, je me suis rendu compte que j'appartenais à 7 groupes francophones que je lui ai donnés. J'ai dit, c'est incroyable. Et j'appartiens à autant de groupes anglophones. Quand je suis arrivée, j'ai eu... c'est ça l'affaire aussi de Victoria. Les gens sont tellement ouverts et chaleureux. La première semaine, j'ai eu une visite de Welcome Wagon. Et dans le sac, il y avait une carte pour appartenir à Saanich Newcomers. Alors, j'ai appartenu à ça. Et 4 ans plus tard, ils m'ont mis à la porte. Les gens disaient, « Ah, qu'est-ce que tu as fait? » Ben, j'étais plus une newcomer. et puis là, j'appartiens à 3 groupes de alumni from the newcomers. Alors, fait que déjà ça. J'appartiens à Old Cemetery Society, Ross Bay Society, Victoria Conservatory of Music. Je fais du bénévolat pour... mais là, j'en fais pas parce que je suis pas bien, parce que j'ai mes mobilités. Mais il y a quelque chose qui s'appelle Tea for Tutu par Ballet Victoria. C'est pour des personnes âgées, tiens, justement. Avant, c'était qu'une fois... une fois avant le spectacle comme... là, cette année, je pense, le premier, ça serait-tu de Gift? Non, je ne sais pas. En tout cas, Ballet Victoria présente 3 ou 4 ballets par année. Et quelques semaines avant, il y a une activité qui s'appelle Tea for Tutu à l'école, pas à l'école, à l'église anglicane là, qui donne Douglas et Courtney d'un côté. Okay. Alors, les gens rentrent dans la salle par Courtney. C'est pour des personnes âgées qui ne payent rien. N'importe qui peut y aller, mais ça coûte 10 $ si on n'est pas... Si on n'est pas assez vieux. Si on n'est pas assez vieux, c'est ça. Et les gens viennent de partout, de Berwick House, de Victorian, d'un tas de maisons de retraite et aussi d'autres personnes. Et je faisais du bénévolat pour servir le thé, pour accueillir les gens, parce que beaucoup avaient des déambulateurs. Alors, le déambulateur quelque part, accueillir les gens. Et là, on leur présente sur une scène les danseurs qui sont costumés, pas maquillés, mais qui sont costumés, qui donnent une présentation d'à peu près 1 heure du ballet qui s'en vient. Puis tout ça, c'est gratuit, tu n'as pas à payer pour le ballet. Et le directeur, c'est Paul de Strooper, qui est très chaleureux, très charismatique, et qui donne l'histoire du ballet et l'histoire aussi de la production elle-même. Alors, bon, ça c'est un autre organisme, j'en oublie certainement. Alors, c'est certain que si on veut, hein, on n'a pas à s'ennuyer ici, on peut être occupé tout le temps. Même que des fois, il faut prendre des journées de congé pour se ressourcer. Donc, Claudette Dockstader, vous êtes un bon exemple d'une belle retraite canadienne, là, en français, en anglais, occupée. C'est dans le passé avec l'histoire, dans le présent avec toutes les choses auxquelles vous participez. Est-ce qu'il y a encore des choses que vous avez envie de faire que vous n'avez pas encore faites? J'aurais envie... des choses que j'ai déjà faites, que j'aimerais refaire. Me déplacer un petit peu plus. Mais c'est pas absolument nécessaire. Je pense que je peux être tout à fait heureuse ici. Puis là, ça fait 6 mois que j'ai eu un autre problème de santé. Et je reprends des forces petit à petit. Et mon objectif présentement, c'est de reprendre la vie active que j'avais. Parce qu'il y a des choses... Mais aussi, on se fait à tout. Hein. Il y a des choses que... Quand il faut que tu te déplaces avec un déambulateur, tu ne peux plus faire. Tu fais d'autres choses à la place. C'est pas... On peut se trouver... Il y a déjà beaucoup de choses à faire. Je suis déjà très occupée, malgré le fait que j'ai des problèmes de mobilité que je n'avais pas. On s'y fait, on s'adapte. Quand on est curieux, on trouve toujours quelque chose à faire. Oui, on trouve toujours quelque chose à faire. Et en plus, c'est ça. Je dis pas que je joue sur... le fait que j'ai un beau petit carton d'handicapé. Ça t'arrive que tu as des belles places pour te stationner à Butcher Gardens, par exemple.
Faut qu'il y ait quelques avantages. Il y a quelques avantages. Merci beaucoup, Claudette Hofstadter. Ici Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet. Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.